Il est midi, bonjour et bienvenue à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Nous parlerons du Forum des pays exportateurs de gaz dont l'Algérie est membre permanent, un forum qui a pour but de renforcer la coopération entre les pays membres. C'est une plateforme internationale de concertation dans le domaine de l'énergie. L'agression sioniste barbare dans la bande de Gaza se poursuit. L'antisioniste cible des camps de réfugiés. 12 civils palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés durant les dernières heures. Des manœuvres qui laissent les Palestiniens démunis de toute aide humanitaire. Une cérémonie de remise de médailles aux bâtisseurs des mosquées de France est tenue hier au consulat d'Algérie à Marseille. Marseille qui est une partie de l'histoire de l'Algérie. Correspondance dans quelques instants. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu aujourd'hui à Addis Abeba avec le ministre sud-africain des Relations internationales et de coopération de la République sud-africaine, Naledi Bandour, en marge des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné la situation désastreuse dans la bande de Gaza et ont salué la complémentarité des efforts judiciaires de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, ainsi que les efforts diplomatiques intenses de l'Algérie devant l'ONU afin d'activer les mesures émises par le tribunal pour atteindre les objectifs communs pour mettre fin à l'agression barbare, la protection des civils et assurer l'acheminement des aides humanitaires des deux parties. Les deux parties ont aussi passé en revue les derniers développements de la question du Sahara occidental. Ils ont aussi renouvelé leur soutien au secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel Stéphane de Mistura et leurs efforts communs pour la libération de la dernière colonie en Afrique. La rencontre a constitué une opportunité donnant lieu à des consultations et coordinations, notamment sur les questions les plus importantes, et les inscrire à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine prévu le 17 et 18 février prochain de cette année, bien sûr. L'Algérie a été élue hier à Addis Abeba en Éthiopie comme membre au sein du Conseil africain spatial pour un mandat de 4 années, et ce lors des travaux de la deuxième journée de la 4e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le candidat algérien, Dr Amin Mastar, secrétaire général de l'Agence spatiale algérienne, a été élu à la majorité des voix exprimées, reflétant ainsi la considération des efforts de l'Algérie et son engagement sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à contribuer efficacement avec efficience au renforcement des capacités et au transfert des sciences et des technologies dans le continent africain. Lors de son intervention sur les menaces qui guettent la paix et la sécurité dans le monde à cause du terrorisme, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, a affirmé que l'Algérie soutiendra tous les efforts de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier, notamment dans les pays vulnérables. On écoute. We can't fight terrorism. Nous ne pouvons pas combattre le terrorisme rien que par les armes. La priorité doit être donnée à l'instauration de la paix, à la diplomatie et au développement dans la résolution des conflits. Pour combattre des groupes tels que Daesh, nous avons besoin d'une coopération mondiale. Une lutte qui doit se faire de concert avec les gouvernements, les organisations régionales et les organisations onusiennes pour la lutte contre le terrorisme. Il s'agit là d'une question capitale. We need a global cooperation. Le Forum des pays exportateurs de gaz est composé de 12 pays membres permanents, dont l'Algérie, en plus de 7 pays observateurs. Il a pour objectif le renforcement de la coopération entre les pays membres, tandis que les observateurs, eux, participent à l'enrichissement du débat au sein de ce forum, considéré comme une plateforme internationale de concertation dans le domaine de l'énergie. Houria Djarjar et Badi Amani. Le Forum des pays exportateurs de gaz est un forum intergouvernemental visant à défendre les intérêts nationaux des principaux pays exportateurs de gaz naturel. Il compte parmi ses membres les 5 principaux producteurs mondiaux de gaz, à savoir la Russie, l'Iran, le Qatar, le Venezuela et l'Algérie, qui contrôlent 73% des réserves mondiales et 42% de la production du gaz.
في 2050 مثلا الاستهلاك العالمي راح يكون في حوالي 5400 مليار متر مكعب. يعني En 2050, la consommation mondiale du gaz sera de 5400 milliards de mètres cubes, soit 1,5 fois de plus que la consommation actuelle. Cela veut dire que ce produit vital gardera toujours sa place de choix. Le forum a son poids du fait qu'il contrôle 72% des réserves mondiales du gaz. La Russie, le Qatar et l'Iran ont plus de poids puisqu'à eux seuls, ils représentent 50% des réserves mondiales. اللي موجودين في المنتدى الدول اللي عندها وزن قوي جدا هي روسيا وقطر وإيران، هذو يمثلوا 50% من الاحتياط العالمي. Créé en 2001 dans la capitale iranienne Téhéran, le Forum des pays exportateurs de gaz est un mécanisme pour le dialogue et la coordination entre les pays producteurs et consommateurs pour assurer la sécurité énergétique. Il est constitué de 12 pays membres et de 7 pays observateurs. L'Algérie est classée 3e pays exportateur vers le continent européen. بموقع الجغرافي تاع الجزائر حقيقة هو الأنابيب اللي موجودة الآن مع رابطة الجزائر بإسبانيا ورابطة. La situation géographique de l'Algérie et les gazoducs la reliant à l'Italie et à l'Espagne représentent un important atout, d'autant que la crise ukrainienne a causé un choc énergétique pour l'Europe qui a cherché d'autres alternatives au gaz russe, en commençant d'abord par réduire les importations. La guerre en Ukraine a démontré que même une stratégie déjà tracée peut être modifiée pour des raisons objectives. إلى طرق أخرى أولا منها تقليص الاستيراد. حرب أوكرانيا برهنت باللي حتى كي تكون عندك استراتيجية ممكن تغيرها لأسباب موضوعية. Grâce à son expérience avérée dans le domaine de la production du gaz, l'Algérie jouera un rôle prépondérant dans la réussite du sommet du gaz qu'elle abritera. Une expérience tout aussi importante pour la mise en place d'une politique énergétique dans un contexte mondial où de nouveaux défis sont à relever. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 28 775 martyrs et 68 552 blessés depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère palestinien de la Santé. Selon cette même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 10 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 112 martyrs et 157 blessés. Par ailleurs, au moins 12 civils palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans un bombardement de l'armée de l'occupation sioniste dans le centre de la bande de Gaza, dans un camp de réfugiés, et cela sans compter les dégâts matériels que ça a impliqué. La région est toujours prise pour cible. Les raids aériens et les tirs d'artillerie se poursuivent intensément, laissant les Palestiniens démunis de toute aide humanitaire. Yamina Saïdji. Énième attaque de l'occupation sioniste sur le camp de réfugiés d'An-Nusayrat au centre de la bande de Gaza, avec à la clé un nouveau bilan macabre. 12 martyrs et des dizaines de blessés, en sus d'une destruction massive d'un quartier résidentiel désormais réduit en cendres et en ruines. Tous les civils tentent désespérément de défier le temps pour sortir les blessés des décombres dans un contexte de pénurie des ressources pour les équipes de défense civile. Ces derniers jours, de nombreux véhicules de défense civile ont été détruits. Environ 15 véhicules de lutte contre les incendies, de sauvetage, de lutte contre les inondations et d'intervention rapide ont été détruits par la machine de guerre sioniste, ainsi que des échelles hydrauliques, 5 ambulances et un véhicule de soins mobile ont été incendiés. Les blessés affluent progressivement vers les hôpitaux épuisés dans un contexte de pénurie de ressources. Il devient impossible de fournir les soins nécessaires à tous les blessés depuis plus de 4 mois. Une situation qui persiste selon notre correspondant sur place, Wissem Abou Zaid. L'armée d'occupation maintient un siège sur les patients et les blessés dans le complexe médical de Nasser à Khan Younes après avoir envahi plusieurs sections de l'hôpital et arrêté des dizaines de Palestiniens. Avec l'effondrement du système de santé dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza, les Palestiniens redoutent de plus en plus une invasion terrestre de la ville de Rafah, ce qui ne fera qu'augmenter le nombre de martyrs, de blessés et de disparus. Sur ces images, on peut voir l'ampleur de la résistance et du courage face aux agresseurs colonisateurs qui n'a pas d'égal en termes de cruauté et de brutalité. Les mois passent et la situation à Gaza ne cesse de s'aggraver avec un nombre croissant de martyrs et de blessés. Depuis le début de la guerre, l'occupation et ses partisans ont décidé d'écrire une nouvelle page sombre dans l'histoire, en commettant un nouveau massacre contre des civils innocents dans la bande de Gaza.
La détermination de la résistance palestinienne a été immortalisée avec précision par les objectifs des caméras dans chaque centimètre carré de Gaza. Les jours passent et les résolutions de la Cour internationale de justice s'accélèrent. L'entité sioniste défie le monde et persiste dans son arrogance. Une entité qui n'a toujours pas digéré le choc du 7 octobre lorsque la résistance a brisé leur ligne, lançant ainsi l'épopée du déluge Al-Aqsa. Le peuple sahraoui endure une nouvelle fois les affres des déplacements forcés par les forces d'occupation marocaines. Une tactique similaire à celle de l'entité sioniste et qui cherche à marginaliser un peuple tout en échappant aux sanctions internationales. Une manœuvre qui perdure depuis des décennies et qui reste à ce jour impunie. Rina Lourari. Depuis quelques jours, les habitants de l'Emridjet, au sud-ouest de l'Aïn occupé, font face à une guerre psychologique sans précédent à cause des campagnes de déplacement menées par les autorités d'occupation marocaines. Les terres ont été expropriées et des biens ont été incendiés, constituant une violation manifeste et continue des droits humains ainsi que tous les traités internationaux. Des pratiques qui ne diffèrent en rien de celles adoptées par les forces d'occupation sionistes. De jour comme de nuit, les attaques sont incessantes. Ils détruisent nos foyers et brûlent tous nos biens. Nous appelons les organisations mondiales et les défenseurs des droits de l'homme à agir face à ces crimes odieux. Des actes de provocation constants et une montée délibérée des tensions, révélant une stratégie visant à s'approprier les terres des Sahraouis afin de les céder à des investisseurs étrangers. Ces zones ont été délibérément visées par les forces d'occupation marocaines qui ont démoli les habitacles, incendié les biens des civils sans préavis, les laissant dans une grande terreur et panique. Nous exhortons les organisations internationales à soutenir le peuple sahraoui et à mettre fin aux souffrances endurées depuis 1975 à ce jour. Ces dernières années, l'occupant marocain a persisté dans sa violation flagrante de toutes les lois internationales dans les territoires occupés du Sahara occidental, en particulier l'article 53 visant la protection des civils et de leurs biens en période de guerre. Des campagnes de déplacement forcés qui semblent s'inscrire dans une stratégie planifiée par l'occupation marocaine visant à marginaliser le peuple sahraoui. Une énième violation des droits humains nécessitant une condamnation unanime par la communauté internationale. Le Maroc critiqué pour ses innombrables scandales et affaires scabreuses. Le règne de Mohamed VI est actuellement passé au peigne fin. Les récentes révélations impliquant des réseaux criminels internationaux ont entraîné le régime du Marzen dans une crise inédite. Ajoutez à cela les poursuites judiciaires lancées à l'encontre de plusieurs hauts responsables proches d'un roi aux abonnés absents. Yemina Saïdi. Actuellement sous les feux des projecteurs, critiqué pour ses scandales et sa corruption rampante. Contrairement à l'illusion de décence soigneusement entretenue sous le règne de Hassan II, le pouvoir actuel ne fait même pas semblant. Les révélations et les liens avec des réseaux criminels internationaux ont plongé le régime du Marzen dans une crise sans précédent. Les scandales récents allant du logiciel espion Pegasus à l'affaire de corruption majeure Marocgate impliquant des membres du Parlement européen ont ébranlé le régime du Marzen. La justice belge a finalement réagi, émettant des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de hauts responsables marocains, dont le Premier ministre Aziz Akhnouch et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Des réseaux de corruption tentaculaires alimentés par des ordres venant directement de la hiérarchie du pouvoir ont été exposés, entraînant des répercussions diplomatiques et judiciaires majeures. Alors que les révélations sur la corruption et les liens criminels se multiplient, le régime de Mohamed VI apparaît de plus en plus comme un vestige d'une époque révolue. Des personnalités clés telles que Abdelrahim Atmoun, l'ambassadeur marocain en Pologne, et le chef de la DGED, la Direction générale des études et de la documentation, sont visés par des sanctions et des mandats d'arrêt internationaux. De plus, l'implication présumée du chef de cabinet du roi, Fouad Ali Lhima, dans un vaste réseau de trafic de drogue vient ajouter de l'huile sur le feu. Ce dernier ne lésigne pas sur les moyens en mettant au service de son réseau de criminels le réseau marocain de valises diplomatiques ainsi que les avions de la Royal Air Maroc. Tous ces derniers développements pourraient marquer la fin d'une monarchie autrefois considérée comme stable et respectable.
Le représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad, recevra ce soir l'ogre égyptien d'Al Ahly du Caire au stade olympique du 5 juillet à partir de 20h avec l'intention de l'emporter pour prendre les commandes du groupe D de la phase de poule à l'occasion de la mise à jour de la 4e journée. Le CRB 3e avec 4 points et devant un tournant important dans sa quête à la qualification au quart de finale de cette prestigieuse compétition, d'autant plus qu'il aura en face le tenant du titre et actuel leader du groupe avec 5 points. Ce rendez-vous est une belle opportunité pour les Belouizdadi pour frapper d'une pierre deux coups, prendre la tête du groupe et surtout faire un pas important vers les quarts de finale. Une rencontre que vous pourrez suivre sur la chaîne terrestre de la télévision nationale. La 17e journée de football, de Ligue 1 de football est prévue ce week-end. Elle nous réserve plusieurs affiches alléchantes. Les regards seront notamment braqués sur le stade du 5 juillet ce samedi pour un duel qui opposera le MC Alger au CS Constantine. Saïd Felak. Mouloudia d'Alger, leader incontesté du championnat, accueillera le CS Constantine, 4e au classement dans un match qui s'annonce palpitant. Le club algérois abordera ce rendez-vous avec l'intention de creuser l'écart sur ses poursuivants directs et confirmer davantage ses ambitions de reconquérir un titre qui fuit son palmarès depuis 2010. Le club constantinois, qui reste sur une victoire à domicile face au MC El Bayed, ne compte pas effectuer le déplacement au stade du 5 juillet en victime expiatoire, d'autant qu'il a les atouts pour réussir un bon résultat, comme ce fut le cas face à l'USM Alger tout récemment. L'autre affiche de la journée opposera le Paradouassé à la JS Kabylie au stade Omar Berrabah de Dar el-Baïda. Le PAC, auteur d'une retentissante victoire dimanche dernier face à l'USM Alger 5-1, tentera d'aligner une nouvelle grosse performance devant une formation kabyle qui entend sortir le grand jeu et faire la passe de 3, elle qui reste sur 2 succès de rang. L'USM Alger, battu lors des 2 dernières journées, n'aura plus droit à l'erreur face à l'USM Khenchla, à la recherche de son côté d'un succès devant ses supporters pour rejoindre la première partie du tableau. Dans le bas du classement, l'AS Ochlef défiera un concurrent direct pour le maintien, l'AS Ben Aknoun, dans un match à 6 points où le faux pas pour l'une ou l'autre équipe est interdit. L'US Souf devra impérativement l'emporter à la maison face à l'US Biskra alors que le premier relégable, le MC Oran, effectuera un voyage semé d'embûches à Béchar pour défier la JS Saoura. Cet après-midi, vous pourrez suivre sur votre petit écran le match qui mettra aux prises l'USM Khenchla et l'USM Alger à partir de 15h30 sur la chaîne 4 et la chaîne 6 de la télévision nationale. Sur Canal Algérie à la même heure, vous pourrez suivre une des affiches de cette journée qui opposera le Paradouassé à la JS Kabylie. Je vous en parlais en titre, une cérémonie de remise de médailles aux bâtisseurs des mosquées de France est tenue au consulat d'Algérie à Marseille. Pourquoi Marseille? Puisque c'est selon le recteur de la grande mosquée de Paris, Chemseddin Hafez, une partie de l'histoire de l'Algérie. D'autant plus que la question du culte cristallise les préoccupations communes des musulmans. Correspondance à Afab Belouchette. Après Paris, Lille, Lyon, c'est au tour de Marseille de voir les bâtisseurs de ces mosquées récompensés, eux, les pionniers à avoir lutté pour offrir aux musulmans des espaces de prière devenus plus tard mosquées. Rendre honneur à ces anciens qui ont beaucoup donné de temps, de sacrifices, en fait pour maintenir l'islam en France, cet islam algérien que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Je considère que les efforts qu'ils ont déployés aujourd'hui doivent être à la fois reconnus, récompensés, parce que ça fait partie de l'histoire des Algériens ici en France. Plus qu'une médaille, cette cérémonie symbolique vient officialiser une reconnaissance méritée et honorer la mémoire de ceux disparus, mais dont le souvenir reste vif. La mosquée de la Capelette, quand il me dit qu'on fait une réunion ou la machin, et je monte faire la réunion ensemble. Moi, j'ai travaillé partout. J'ai lavé les morts, j'ai lavé. Je dis, chez moi, d'abord, ça va direct. La mosquée de l'Estac, c'est ça là. C'est moi le patron. بارك الله فيكم ورانا مشكورين بزاف فرحانين وانتم ايضا يعطيكم الصحه وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعطيكم الحق والصحه ان شاء الله ويبارك في داركم اهل الخير. هكذا احنا الدين نتاعنا سي بازي فيها. قال الله ان من المؤمنين اخوه قال اعملوا. Une cérémonie qui s'est tenue au siège du consulat général d'Algérie à Marseille, dans un esprit de rassemblement des synergies.
Et donc Marseille, c'est un peu une partie de l'histoire de l'Algérie. Et le fait d'être ici présent avec tous ces anciens qui chacun individuellement raconte sa propre histoire, et ben c'est, je crois, un vrai moment de bonheur. Tout simplement, la question du culte est une question d'intérêt pour notre communauté et cristallise beaucoup de préoccupations. Donc il était indispensable d'organiser dans la bienveillance une cérémonie qui puisse récompenser les bâtisseurs des mosquées ici dans la circonscription des Bouches-du-Rhône. Une demande d'autant plus persistante à l'approche du mois sacré de Ramadan, période particulièrement intense pour les mosquées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Très bon après-midi à vous et bon appétit.